Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision qui a tout changé entre ma famille et moi. J'ai cessé de rentrer pour les fêtes, j'ai arrêté d'appeler chaque semaine et pour l'essentiel, j'ai disparu de leur vie. Mais pour ce Noël, je pensais que les choses seraient différentes. Je pensais que ma réussite, ma nouvelle vie, ma stabilité financière me vaudraient d'une manière ou d'une autre le respect que je recherchais depuis l'enfance. J'avais tellement tort. Ce qui s'est passé ce soir-là, à notre table de dîner familial, a choqué tout le monde, y compris moi-même. Et les mots qui sont sortis de ma bouche ont changé notre dynamique familiale pour toujours. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Et assurez-vous de vous abonner, car cette histoire est bien intense, et vous ne voudrez pas manquer comment tout cela se déroule. Ayant grandi en tant que benjamine d'une famille de 4 enfants, j'ai toujours eu l'impression de regarder la vie à travers une fenêtre au lieu de la vivre réellement. Ma mère, Marthe, avait une façon de faire comprendre très clairement qui étaient ses favoris. Et, pour tout vous dire, ce n'était pas moi. Sandrine, ma sœur aînée, était l'enfant prodige. Elle s'est mariée à 22 ans avec son amour de lycée, a eu 3 magnifiques enfants à 28 ans et vivait à seulement 3 kilomètres de notre maison d'enfance à Valmont, un petit village en Normandie. Pour ma mère, Sandrine représentait tout ce qu'une femme devrait être. Une mère dévouée et aimante, et surtout disponible chaque fois que maman avait besoin de quelque chose. Elle incarnait la stabilité, la tradition, le dévouement que ma mère vénérait par-dessus tout. Ces journées étaient un ballet bien orchestré, de trajets scolaires, de bénévolat à l'école et de préparation de repas faits maison, un tableau vivant de la perfection domestique aux yeux de Marthe. Puis il y avait Béatrice, ma sœur cadette, qui est devenue infirmière diplômée. Maman rayonnait de fierté chaque fois qu'elle parlait du travail de Béatrice, de la façon dont elle sauvait des vies et faisait une différence dans le monde. Béatrice travaillait de longues heures à l'hôpital local de Rouen, mais elle parvenait quand même à rendre visite à maman 2 fois par semaine, apportant des courses et aidant aux tâches ménagères. Sa vie était un sacrifice constant pour les autres, un récit d'altruisme que ma mère aimait raconter à quiconque voulait bien l'entendre. Mon frère Renaud était le petit garçon, le prince de la famille. Même s'il n'avait que 2 ans de plus que moi, il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de maman. Quand il a abandonné ses études supérieures pour poursuivre et une carrière dans le bâtiment, maman a qualifié cela de pragmatique. Quand il est revenu à la maison à 25 ans après des fiançailles rompues, maman a appelé cela une planification financière intelligente. Quand il s'est finalement marié l'année dernière à 30 ans, maman leur a organisé la plus grande fête de mariage dans le jardin que notre quartier ait jamais vue. Chaque décision qu'il prenait était justifiée, chaque échec reformulé en une étape stratégique. Il était le fils, l'héritier du nom, et cela suffisait. Et puis, il y avait moi, celle qui en voulait trop, qui rêvait trop grand et qui, apparemment, se souciait trop peu des valeurs familiales. Dès l'âge de 16 ans, je savais que je voulais quelque chose de différent de ce que mon petit village pouvait offrir. Je voulais travailler dans le marketing, créer des campagnes qui toucheraient des millions de personnes. Construire quelque chose de plus grand que moi, je passais des heures et heures dans ma chambre à feuilleter des magazines, à analyser les publicités, à rêver de slogans et de stratégies. Mais chaque fois que je parlais de mes rêves, maman secouait la tête et disait des choses comme « C'est bien, ma chérie, mais n'oublie pas ce qui compte vraiment dans la vie. » Ce qui comptait vraiment, dans son esprit, était un mari, des enfants et une proximité géographique qui garantissait ma disponibilité pour elle.
Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire en marketing et communication, au lieu de célébrer, maman a demandé quand j'allais me poser et lui donner plus de petits-enfants. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans une petite agence de marketing à Rouen, maman s'est inquiétée que je me concentre trop sur ma carrière et pas assez sur la recherche d'un bon mari. Et quand j'ai annoncé que je déménageais à Paris pour une meilleure opportunité, le silence à table était assourdissant. Mes rêves étaient perçus non pas comme des ambitions, mais comme des rejets de leur mode de vie. Le jour de mon départ pour Paris, maman m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Mais cela semblait mécanique, comme si elle pleurait déjà la fille qu'elle pensait perdre. Sandrine a dit que j'étais égoïste, que j'abandonnais la famille pour l'argent et le statut. Béatrice m'a souhaité bonne chance, mais m'a rappelé qu'il y avait beaucoup de bons emplois plus près de la maison. Seul Renaud semblait vraiment excité pour moi, ce qui, d'une certaine manière, a rendu le départ plus difficile. Ces premiers mois à Paris ont été solitaires d'une manière que je n'avais pas prévue. J'appelais à la maison tous les dimanches, essayant de partager mes petites victoires, mon nouvel appartement, les projets sur lesquels je travaillais. Mais les conversations semblaient toujours à sens unique. Maman me donnait des nouvelles des enfants de Sandrine, les dernières anecdotes, et de travail de Béatrice, les progrès professionnels de Renaud, puis me posait une ou deux questions polies sur ma vie avant de passer à des affaires familiales plus importantes. C'était un rituel douloureux, où ma vie était reléguée aux dernières minutes de l'appel, un simple point à l'ordre du jour à cocher. Sur 3 ans, ces appels dominicaux sont devenus des appels mensuels, puis des appels pour les fêtes, puis juste des appels d'anniversaire. J'ai arrêté de rentrer pour Noël, Pâques, la Toussaint. Je me disais que j'étais trop occupée, que le travail exigeait trop de mon temps. Mais la vérité, c'était que ça faisait trop mal de s'asseoir à cette table et de se sentir invisible pendant que la vie de tous les autres était célébrée et discutée en détail. Chaque visite était un rappel de l'écart qui se creusait, de la personne que je devenais et qu'il ne semblait ni comprendre, ni vouloir comprendre. Mais cette année, ça allait être différent. Cette année, je revenais à la maison en tant qu'exemple de réussite qu'il ne pourrait pas ignorer. Au cours des 3 dernières années, j'avais été promue 3 fois. J'étais maintenant directrice marketing dans une entreprise du CAC 40, gérant une équipe de 15 personnes et m'occupant de campagnes avec des budgets qui dépassaient les dépenses municipales annuelles de ma ville natale. Mon salaire était à 6 chiffres. Mon appartement surplombait la Seine et je venais de conclure un accord qui créerait plus de 200 nouveaux emplois dans le nord de la France. Quand maman m'a appelé début novembre pour m'inviter à la maison pour Noël, sa voix avait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle a dit que toute la famille serait là, que les enfants de Sandrine demandaient après leur tante Jeanne, que cela signifierait tellement d'avoir tout le monde réuni à nouveau. Pour la première fois depuis j'ai senti l'espoir fleurir dans ma poitrine. Peut-être que mon succès leur avait enfin prouvé quelque chose. Peut-être qu'ils étaient prêts à me voir comme plus que la fille qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. Je me suis lancée à corps perdu dans la préparation de cette visite. J'ai dépensé plus de 2000 € en cadeaux. Pour maman, j'ai acheté la dernière tablette haut de gamme avec un bel étui en cuir, pensant qu'elle pourrait l'utiliser pour m'appeler en visio plus souvent. Pour les 3 enfants de Sandrine, j'ai choisi la dernière console de jeu, du matériel de dessin et des tablettes éducatives. Pour Béatrice, j'ai pris un forfait week-end spa dans un complexe de luxe, sachant à quel point elle travaillait dur et prenait peu de temps pour elle. Pour Renaud et sa femme Pauline, j'ai acheté un magnifique ensemble d'appareils de cuisine pour leur nouvel appartement. J'ai réservé un vol en première classe de Paris à Rouen, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais que je sentais pouvoir enfin me permettre. J'ai réservé une voiture de location de luxe, une élégante Peugeot 508 noire qui, je pensais, montrerait à tout le monde à quel point je réussissais. J'ai même fait une folie pour une séance de stylisme professionnel
me faisant coiffer dans un salon cher et achetant une nouvelle tenue à la fois élégante et assez décontractée pour un dîner de famille. La veille de mon vol, j'ai appelé ma meilleure amie Louise, à peine capable de contenir mon excitation. Je lui ai parlé de tous les cadeaux, de la façon dont j'allais enfin montrer à ma famille que j'avais fait quelque chose de ma vie, que je n'étais pas la rêveuse irresponsable qu'ils pensaient que j'étais. Louise, qui me connaissait depuis l'université et avait été témoin de nombreuses de mes déceptions familiales au fil des ans, était douce mais réaliste. « Jeanne, je suis. Heureuse que tu sois excitée, mais souviens-toi, les gens ne changent généralement pas du jour au lendemain. Ton succès est incroyable, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils te verront soudainement différemment. » J'ai balayé ces inquiétudes. Louise, quand ils verront que je suis financièrement stable, que je peux prendre soin de moi et même les aider, ils devront respecter ça. L'argent change la façon dont les gens te voient, qu'on le veuille ou non. Mais même en prononçant ces mots, il y avait une petite voix au fond de ma tête qui se demandait si Louise n'avait pas raison. J'ai étouffé cette voix, me concentrant plutôt sur la vision que j'avais de moi entrant dans ma maison d'enfance en tant que la fille qui a réussi et qui a enfin rendu sa famille fière. Le vol s'est bien passé, et alors que l'avion descendait vers Rouen, j'ai senti mon cœur s'emballer d'anticipation. La Peugeot de location était tout ce que j'avais espéré. Et pendant les 40 minutes de route vers mon village natal, j'ai répété dans ma tête comment j'allais mentionner nonchalamment ma récente promotion, la dernière campagne réussie de mon équipe, les plans d'expansion de mon entreprise. Quand je me suis garée dans l'allée de ma maison d'enfance, tout semblait exactement pareil. La petite maison à 2 étages avec son revêtement bleu délavé, le jardin en friche que maman n'avait jamais le temps d'entretenir correctement, la boîte aux lettres qui penchait légèrement vers la gauche et qui était comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Un instant, en la voyant avec mes yeux d'adulte, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait changé. Cette maison qui m'avait semblé si grande et importante dans mon enfance paraissait maintenant petite et fatiguée. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais à la maison, couronnée de succès et prête à prendre enfin ma place en tant que membre apprécié de cette famille. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse frapper, et maman était là, exactement la même, à l'exception de quelques mèches grises de plus dans ses cheveux bruns. Elle portait son cardigan bleu préféré, celui qu'elle avait depuis au moins 10 ans, et son sourire semblait sincère alors qu'elle ouvrait les bras pour une étreinte. « Jeanne, ma chérie, tu es arrivée ?» dit-elle, m'embrassant brièvement avant de reculer pour me regarder. « Tu as l'air différente. Très professionnelle. » Je ne savais pas si c'était un compliment ou une observation, mais j'ai choisi de le prendre positivement. « Merci, maman. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Ils sont dans la voiture. »« C'est gentil, ma chérie. Entre. Sandrine est dans la cuisine avec les enfants et Béatrice ne devrait pas tarder. » En entrant dans le salon, j'ai été immédiatement submergée par le chaos des 3 enfants de Sandrine. Thomas, 8 ans, poursuivait Lisa, 6 ans, autour de la table basse, tandis qu'Emma, 4 ans, était assise par terre en pleurant pour quelque chose. Sandrine est sortie de la cuisine, l'air épuisée mais souriante. « Jeanne ! Oh mon Dieu, regarde-toi !» Sandrine s'est précipitée, me donnant une étreinte qui semblait plus enthousiaste que celle de maman. « Les enfants, venez dire bonjour à tante Jeanne. » Les enfants ont cessé leurs diverses activités et se sont approchés avec une certaine réticence. Thomas, l'aîné, m'a serré la main comme un petit gentleman. Lisa m'a fait un signe timide de la main. Emma a continué de pleurer jusqu'à ce que Sandrine la prenne dans ses bras. « Ils sont juste excités par tout ce monde », a expliqué Sandrine en berçant doucement Emma. « On n'a plus beaucoup de grandes réunions de famille. » J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité à cette remarque,
sachant que mon absence avait contribué à la rareté de ces rassemblements. Avant que je puisse répondre, Béatrice est arrivée, portant encore sa blouse d'infirmière de son service du matin. « Désolée, je suis en retard », a crié Béatrice, serrant d'abord maman dans ses bras, puis Sandrine avant de se tourner vers moi. « Jeanne. Ouah, tu es superbe. Comment s'est passé le vol ? » Très bien, merci. La première classe fait vraiment une différence, ai-je dit, regrettant immédiatement la façon dont cela sonnait. Je n'essayais pas de me vanter, mais c'est sorti de travers. Béatrice a légèrement haussé un sourcil, mais a souri. Eh bien, tu ne te refuses rien maintenant. Avant que la conversation ne devienne gênante, Renaud est arrivé avec sa femme, Pauline. Renaud avait l'air en forme, en meilleure santé que dans mon souvenir, et Pauline semblait douce, bien qu'un peu dépassée par la rencontre avec la famille élargie. Jeanne. L'étreinte de Renaud fut la plus chaleureuse que j'ai jamais connue, et y reçue de toute la journée. Mec, ça fait plaisir de te voir. Pauline, voici ma petite sœur dont je te parlais, celle qui a déménagé dans la grande ville. Pauline a souri timidement. Renaud parle tout le temps de toi. Il est si fier de ce que tu as accompli. Ce commentaire a fait gonfler mon cœur. Au moins quelqu'un dans ma famille parlait positivement de mes choix de vie. Alors que nous nous installions tous dans le salon, j'ai décidé qu'il était temps de présenter les cadeaux. Je suis sortie à la voiture et j'ai ramené les paquets soigneusement emballés, impatiente de voir les réactions de chacun. « Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça », a dit maman. Mais elle a accepté le paquet de la tablette que je lui tendais. « Je voulais le faire », ai-je répondu. « Je pensais qu'on pourrait peut-être s'appeler en visio plus souvent, si tu avais quelque chose de facile à utiliser. » Maman a ouvert le paquet et a regardé la tablette un instant. « Ça a dû coûter cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux juste qu'on reste plus en contact. » Les enfants de Sandrine étaient beaucoup plus enthousiastes à propos de leur cadeau, surtout quand Thomas a découvert la console de jeu. Sandrine semblait satisfaite, mais n'arrêtait pas de dire des choses comme « C'est trop, Jeanne. Tu n'aurais pas dû dépenser autant d'argent. » Béatrice a adoré le forfait spa, bien qu'elle ait immédiatement commencé à dire qu'elle n'aurait probablement pas le temps de l'utiliser avant l'année prochaine. Renaud et Pauline étaient reconnaissants pour les appareils de cuisine, bien que Pauline ait chuchoté que la cuisine de leur appartement était peut-être trop petite pour certains articles. Alors que la distribution des cadeaux touchait à sa fin, j'ai essayé d'orienter la conversation vers ma vie professionnelle. Alors, j'ai une nouvelle excitante à partager. Je viens d'être à nouveau promue. Je supervise maintenant toute la région nord pour nos campagnes. C'est bien, ma chérie, a dit maman. Mais elle tournait déjà son attention vers Sandrine pour l'aider à maîtriser les enfants. J'ai réessayé. L'entreprise est en pleine expansion et mon équipe vient de décrocher un contrat qui va créer plus de 200 nouveaux emplois en Normandie et dans les Hauts-de-France. Béatrice a levé les yeux de son téléphone. Ça a l'air important. Ça l'est. Je veux dire, c'est exactement le genre de travail que je rêvais de faire quand j'étais plus jeune, avoir un impact réel. Tu sais, a dit Sandrine, qui essayait de convaincre Emma d'arrêter de pleurer pour quelque chose en écoutant à moitié. C'est génial, Jeanne. On dirait que tu te fais vraiment un nom là-bas. Il y avait quelque chose dans son ton que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Ce n'était pas exactement du soutien, mais ce n'était pas non plus du dédain. C'était comme si elle reconnaissait mon succès tout en suggérant simultanément que ce n'était pas le genre de succès qui comptait vraiment. La conversation a rapidement dévié vers la prochaine réunion de l'APE de Sandrine, le patient de Béatrice qui avait fait une guérison remarquable et le dernier chantier de Renaud. Je me suis retrouvée assise là, à écouter la vie des autres, être discutée et célébrée, tandis que mes nouvelles semblaient être une note de bas de page déjà oubliée. Puis, dans un moment d'inspiration que je regretterai plus tard, j'ai décidé de faire une offre qui, je pensais, leur montrerait enfin à quel point j'avais réussi.
Maman, j'ai remarqué que la maison aurait besoin de quelques rénovations. Les marches du perron ont l'air un peu usées. Et je me souviens que tu as mentionné que le toit fuyait. J'adorerais t'aider à réparer ces choses. Je pourrais facilement couvrir les coups. La pièce est devenue silencieuse. Maman m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, et les sourcils de Sandrine se sont haussés. Jeanne, dit lentement maman, nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, dis-je rapidement. C'est la famille qui aide la famille. Je m'en sors bien financièrement, et je veux investir pour que cette maison reste agréable. On s'est très bien débrouillé sans ton argent, a répondu maman, sa voix devenant un peu plus sèche. Nous nous occupons de cette maison depuis avant ta naissance? J'ai senti mes joues se brûler. Je sais ça, maman. J'ai juste pensé. Tu as pensé quoi? Que parce que tu gagnes bien ta vie, nous sommes soudainement devenus impuissants? Sandrine est intervenue. Jeanne, je pense que ce que maman essaie de dire, c'est que nous apprécions l'offre, mais nous ne sommes pas un cas social. Je suis restée là, stupéfaite. J'avais essayé de montrer de l'amour et du soutien, et d'une manière ou d'une autre, cela avait été interprété comme de la condescendance. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans une conversation polie, mais tendue, et j'ai commencé à réaliser que Louise avait peut-être eu raison. Mon succès n'avait pas du tout changé leur perception de moi. Si quoi que ce soit, cela semblait avoir empiré les choses. Alors que le soir approchait, la tension de mon offre précédente ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle semblait flotter dans l'air comme de la fumée, rendant chaque interaction forcée et inconfortable. Sandrine avait pris en charge les préparatifs du dîner, se déplaçant dans la cuisine de maman avec l'assurance de quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Quand j'ai proposé mon aide, elle a poliment mais fermement décliné. « Merci, mais j'ai mon système », a dit Sandrine en remuant quelque chose sur le feu. « De toute façon, tu n'as pas l'habitude de la façon dont maman aime que les choses soient faites. » Ce commentaire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Il était vrai que je n'avais pas mis les pieds dans cette cuisine depuis 3 ans. Mais c'était toujours la cuisine où j'avais appris à cuisiner, où j'avais aidé à préparer d'innombrables repas de famille pendant mon enfance et mon adolescence. C'était une façon subtile, mais efficace, de me rappeler mon statut d'étrangère, de visiteuse, dans un espace qui avait autrefois été le mien. Béatrice mettait la table, et je les regardais disposer 7 couverts. Septembre. J'ai compté les personnes qui allaient manger, maman, Sandrine, Béatrice, Renaud, Pauline, moi et les 3 enfants de Sandrine. Cela faisait 8 personnes. Mais il n'y avait que 7 chaises autour de la table de la salle à manger. « Béatrice, je crois que tu as oublié un couvert. » ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. Béatrice a regardé la table, a compté silencieusement, puis m'a regardée. « Oh, c'est vrai. Bon, les enfants mangent, de toute façon à la table basse dans le salon, donc il nous faut 5 couverts pour adultes plus Sandrine. » Elle a fait une pause. « Je suppose que tu peux utiliser la petite chaise de la cuisine? » La petite chaise de la cuisine. C'était un tabouret en bois que nous utilisions quand nous étions enfants, à peine assez haut pour atteindre correctement la table. J'ai regardé Béatrice, attendant qu'elle réalise à quel point cela sonnait mal, mais elle était déjà passée au pliage des serviettes. Elle ne voyait pas l'insulte, ou peut-être qu'elle la voyait et s'en moquait. « En fait, » ai-je dit, ma voix soigneusement contrôlée, « je crois que je préférerais m'asseoir à la table principale avec tout le monde. » Sandrine a appelé de la cuisine. « La chaise de la cuisine est très bien, Jeanne. C'est juste pour un soir. » Juste pour un soir. Comme si ma présence était un inconvénient temporaire à accommoder avec un minimum d'effort. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac en réalisant ce qui se passait. Il ne s'était pas préparé pour moi. Pas vraiment. Oui, il m'avait invité,
Et oui, il s'attendait à ce que je vienne. Mais il ne m'avait pas réellement fait de place. Les cadeaux que j'avais apportés, le succès que j'avais obtenu, l'argent que je gagnais, rien de tout cela ne m'avait valu une place à la table de ma propre famille. Alors que nous nous réunissions pour le dîner, je me suis retrouvée perchée sur ce tabouret de cuisine inconfortable, légèrement plus bas que tout le monde, légèrement en dehors du cercle naturel de la conversation. Le symbolisme ne m'a pas échappé, et je me suis demandé si c'était intentionnel ou simplement cruellement irréfléchi. La conversation du dîner s'est déroulée autour de moi, comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Sandrine a parlé de son bénévolat à l'école des enfants, de la façon dont elle organisait le spectacle de Noël cette année, à quel point c'était gratifiant d'être si impliquée dans l'éducation de ses enfants. Maman rayonnait de fierté, louant Sandrine d'être une mère si dévouée. C'est si important d'être présent pour ses enfants, a dit maman en passant la purée de pommes de terre. Sandrine, tu fais exactement ce qu'une mère devrait faire. Tes enfants ont tellement de chance d'avoir quelqu'un qui met la famille en premier. Béatrice a partagé des histoires de l'hôpital, parlant d'un cas particulièrement difficile où elle était restée tard plusieurs soirs de suite pour aider un patient à traverser une crise. Encore une fois, le visage de maman s'est illuminé d'admiration. Voilà ce qu'est un vrai service, a dit maman. Béatrice, tu fais une telle différence dans la vie des gens. Ça doit être si gratifiant de savoir que tu aides vraiment les gens. Quand Renaud a parlé de son travail dans le bâtiment, de la façon dont il construisait des maisons pour de jeunes familles dans la région, maman a hoché la tête avec approbation. Un travail honnête, a-t-elle dit. Construire quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour la communauté. J'ai attendu mon tour, que quelqu'un me pose des questions sur mon travail, ma vie, mes récents accomplissements. Mais la conversation a continué de s'écouler autour de moi, abordant les potins locaux, les nouvelles de la famille élargie, les activités scolaires des enfants de Sandrine, l'horaire de travail de Béatrice, les plans de Renaud pour développer son entreprise. Finalement, j'ai décidé de me lancer. J'ai des nouvelles excitantes sur le travail que j'aimerais partager. La table s'est tue et tout le monde m'a regardé poliment. Mon équipe vient de terminer une campagne pour un grand constructeur automobile qui va créer 200 nouveaux emplois d'usine en Normandie et dans les Hauts-de-France. C'est le plus grand projet que j'ai jamais géré et il va avoir un impact réel sur des communautés comme celle-ci. J'attendais les éloges, l'enthousiasme, la reconnaissance que mon travail était aussi significatif et important. Au lieu de cela, maman a soupiré légèrement. C'est bien, ma chérie, mais tu sais, l'argent n'est pas tout. Il y a des choses plus importantes dans la vie que les grosses affaires commerciales. Sandrine a hoché la tête. Certaines personnes perdent de vue ce qui compte vraiment quand elles se laissent prendre par le succès en entreprise. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Il s'agit de créer des emplois pour de vraies familles, d'aider les communautés à se développer. En quoi est-ce différent de ce que tout le monde fait? Eh bien, dit Béatrice avec précaution, c'est juste que ton travail est si distant. Tu es à Paris à prendre des décisions sur des gens que tu n'as jamais rencontrés. Nous sommes ici, en interaction réelle avec les gens que nous aidons. L'implication était claire. Leur travail était réel et significatif parce qu'il était local et personnel. Mon travail était en quelque sorte moins précieux parce qu'il opérait à plus grande échelle. La colère montait dans ma poitrine. Mais avant que je puisse répondre, Renaud m'a surprise en prenant la parole. En fait, ce que fait Jeanne a l'air assez important. Je veux dire, créer des emplois, c'est créer des emplois, non? Un instant, je me suis sentie reconnaissante pour son soutien. Mais Sandrine a ri. Oh, Renaud, tu es si gentil. Mais il y a une différence entre se soucier des gens et se soucier des marges de profit. C'est à ce moment-là
que quelque chose en moi a craqué. J'envoyais de l'argent à la maison depuis 2 ans, aidant cette famille d'une manière dont ils n'avaient même pas conscience. Et ils étaient assis là, à me faire la morale sur le fait de se soucier des gens plutôt que du profit. Puisque nous parlons de se soucier des gens, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Peut-être devrais-je mentionner que je me soucie financièrement de cette famille depuis un certain temps maintenant. La table s'est tue. Maman avait l'air confuse. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'envoie de l'argent à la maison chaque mois depuis 2 ans. J'aide avec des dépenses que vous n'avez apparemment pas jugées assez importantes pour les mentionner ou les reconnaître. Sandrine a posé sa fourchette. Quel genre de dépenses? J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu reculer, changer de sujet, prétendre que j'avais mal parlé. Mais 3 ans à me sentir invisible, combinés au fait d'être reléguée à un tabouret de cuisine à la table du dîner de ma propre famille, m'avaient poussé au-delà de mon point de rupture. Oh, vous savez, des petites choses, ai-je dit, le sarcasme s'insinuant dans ma voix. Comme la facture d'électricité, la facture d'eau, l'Internet que les enfants de Béatrice utilisent pour leurs devoirs quand ils rendent visite à leur grand-mère, l'argent que j'envoie chaque mois pour que maman puisse faire ses courses sans se soucier de sa petite retraite. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout le monde me dévisageait et je pouvais voir le choc sur leur visage alors qu'ils réalisaient ce que je disais. Maman a été la première à retrouver sa voix, et quand elle l'a fait, elle tremblait de colère. « Comment oses-tu » a-t-elle dit, ses mots bas, mais remplis de fureur. « Comment oses-tu t'asseoir là et nous jeter de l'argent au visage comme si nous étions une sorte d'œuvre de charité ?» Elle s'est levée de sa chaise, les mains posées à plat sur la table, se penchant vers moi. « Tu penses que parce que tu envoies de l'argent, tu peux t'acheter une place dans cette famille? Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous? » J'ai essayé de parler, mais elle n'avait pas fini. « Pendant 3 ans, tu as été trop occupée pour appeler, trop importante pour rendre visite, trop réussie pour te soucier de ce qui se passait dans nos vies. Et maintenant, tu débarques ici avec tes cadeaux chers, ta voiture de luxe et ton histoire de succès professionnel, en agissant comme si tu nous faisais une faveur en nous honorant de ta présence. » Sandrine hochait vigoureusement la tête. « Exactement, Jeanne. Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours pensé que tu étais plus intelligente que nous, meilleure que nos vies simples. »« Ce n'est pas vrai, » ai-je protesté. Mais Béatrice m'a interrompue. « N'est-ce pas? Tu as déménagé, coupé les ponts, et maintenant tu penses que tu peux racheter ta place dans nos bonnes grâces? » J'avais l'impression de me noyer. Tout ce que j'essayais de faire, chaque façon dont j'essayais d'aider, était tordu en quelque chose de laid et de manipulateur. « Je n'ai jamais voulu rien acheter, » ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. « Je voulais juste aider. Je pensais que si je pouvais faciliter les choses pour maman, si je pouvais contribuer financièrement comme je ne le pouvais pas quand j'étais plus jeune. »« Personne ne te l'a demandé, » a dit froidement maman. « Personne n'avait besoin de ton argent. Nous nous en sortions très bien avant que tu ne décides de jouer le rôle de sauveuse de la famille. » Renaud s'est agité inconfortablement sur son siège et je pouvais voir Pauline qui avait l'air de vouloir disparaître. Les rires des enfants depuis le salon semblaient obscènement joyeux comparés à l'hostilité qui émanait de la salle à manger. « Mais voilà le truc, » ai-je dit en me levant de ce tabouret de cuisine humiliant. « Vous ne vous en sortiez pas très bien. EDF ne se soucie pas de votre fierté, maman, ni le propriétaire. » Sandrine a eu un hoquet de surprise. « Le propriétaire ?» C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais réellement couvert. « Tu ne leur as pas dit ?» ai-je demandé à maman, vraiment surprise.
Tu ne leur as pas dit que tu avais plus d'1 an de loyer de retard, que c'est moi qui le payais pour t'éviter d'être expulsé? Le sang a quitté le visage de maman. Sandrine regardait alternativement de moi à elle, comme si elle assistait à un match de tennis. C'est impossible, a dit Béatrice. Maman est propriétaire de cette maison. Non, ai-je dit doucement. Elle ne l'est plus. Pas depuis 2 ans. Elle a dû la vendre pour payer les frais médicaux après son opération. Vous vous souvenez de l'opération? Elle ne voulait inquiéter aucun d'entre vous parce que vous avez tous vos propres familles à gérer. Le silence était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Le Lalou au nouveau propriétaire depuis, ai-je continué. Et quand elle a pris du retard sur le loyer parce que sa retraite ne couvre pas tout, elle m'a appelé. Elle m'a demandé de l'aider, juste temporairement, juste le temps qu'elle se remette sur pied. J'ai regardé directement maman. Sauf que ce n'était pas temporaire, n'est-ce pas? C'est tous les mois depuis 2 ans. Les factures, les courses, les assurances. J'ai tout couvert parce que tu as dit que tu étais trop fière pour demander de l'aide aux autres. Le visage de Sandrine était blanc. Maman, est-ce que c'est vrai? Maman ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Ce n'était pas censé être permanent. Je pensais que je pourrais gérer. Mais tu aurais pu gérer, a dit Béatrice, sa voix s'élevant. Tu aurais pu nous demander, nous aurions pu aider. Vraiment? Ai-je demandé. Béatrice, tu vis avec un salaire d'infirmière. Sandrine, tu élèves 3 enfants avec un seul revenu parce que tu ne peux pas travailler à temps plein avec les besoins spécifiques de Thomas. Renaud, tu viens de lancer ton entreprise avec Pauline. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vraiment pu couvrir 1 200 € de loyer par mois, plus les charges, plus les courses? Le calcul les a frappés comme un coup physique. 1 200 € par mois, c'était plus que ce que la plupart d'entre eux gagnaient en revenus disponibles. Je n'ai pas demandé d'aide pour vous faire sentir coupable, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. J'ai aidé parce que j'aime cette famille, parce que je voulais que maman soit en sécurité, parce que je pensais que peut-être, si je pouvais contribuer de manière significative, j'aurais enfin une place ici. Mais maman n'écoutait plus les explications. Elle me regardait avec un mélange d'humiliation et de rage. Et quand elle a parlé, sa voix était glaciale. « Tu veux une place dans cette famille ?» a-t-elle dit, haine me pointant directement du doigt. « Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Jeanne. Tu ne mérites pas de siège à cette table. Tu penses que ton argent te rend importante, mais tout ce qu'il fait, c'est te rendre manipulatrice. Tu as tenu ça au-dessus de nos têtes, nous a rendus dépendants de toi pour que tu puisses te sentir supérieure. » L'accusation m'a frappée comme un coup de poing. Ce n'est pas ce qui s'est passé. N'est-ce pas? A dit Sandrine, sa voix s'élevant. Tu disparais de nos vies, puis tu paies secrètement nos factures pour pouvoir nous le jeter au visage quand on ne t'apprécie pas assez. Je ne l'ai jamais jeté au visage de personne jusqu'à ce moment. Ai-je dit, ma propre colère se libérant enfin. Je ne l'ai jamais mentionné, jamais utilisé comme levier, jamais fait en sorte que quelqu'un se sente coupable à ce sujet. Je l'ai fait discrètement, sans attendre de louanges ou de gratitude, parce que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Non, a dit maman en se levant et en me pointant à nouveau du doigt. La famille est présente. La famille appelle. La famille se soucie de plus que de simples chèques. Tu ne mérites pas de siège à cette table parce que tu ne l'as pas gagné. L'argent n'achète pas l'amour, et il n'achète pas une famille. La pièce tournait. 3 ans d'espoir d'acceptation. 2 ans de sacrifice financier. Et tout se résumait à ça. J'étais toujours l'étrangère, toujours la fille qui n'avait pas sa place. Mais alors que je me tenais là,
Regardant les visages des gens que j'avais si désespérément essayé de satisfaire, quelque chose a changé en moi. La blessure était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort. La clarté. Je les ai regardés un par un, ces gens que j'avais désespérément tenté d'impressionner, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient raison sur une chose. L'argent ne pouvait pas m'acheter une place dans cette famille. Mais ils avaient tort sur tout le reste. Je me suis redressée, ma voix calme et claire quand j'ai parlé. Tu as tout à fait raison, maman. Je ne mérite pas de siège à cette table. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Mais d'un autre côté, aucun de vous non plus. Le choc sur leur visage fut immédiat. Vous voulez parler de mériter une place, d'être présent, de se soucier, ai-je continué. Alors, arrêtez de manger la nourriture que je paie. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser. Tout le monde me dévisageait. Et je pouvais voir le moment exact où ils ont réalisé que je ne reculais pas, que je ne m'excusais pas, que je n'allais pas me replier dans le rôle de la fille reconnaissante qui devrait être heureuse des miettes d'acceptation qu'ils lui jetaient. J'ai sorti mon téléphone, mes mains étonnamment stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé maman. Et pour la première fois de la soirée, il y avait de l'incertitude dans sa voix au lieu de la colère. « J'appelle ma banque, » ai-je dit en faisant défiler mes contacts. « Je vais annuler tous les paiements automatiques que j'ai mis en place pour ce foyer. » Sandrine s'est levée rapidement. « Jeanne, ne sois pas ridicule !» Mais j'étais déjà en train de composer le numéro. « Bonjour, c'est Jeanne Dubois. Je dois annuler plusieurs paiements automatiques immédiatement. »« Jeanne, raccroche ce téléphone ?» a dit maman. Mais la panique commençait à s'insinuer dans sa voix. « Oui, je patiente », ai-je dit au représentant de la banque. Puis j'ai regardé directement ma mère. « Maman, tu as dit que personne n'avait demandé mon argent, n'est-ce pas? Que vous vous en sortiez très bien sans. Eh bien, maintenant vous pouvez le prouver. » Béatrice m'a attrapé le bras. « C'est de la folie. Tu te importe comme une enfant. » J'ai doucement retiré mon bras et j'ai reparlé dans le téléphone. « Oui, je suis là. Je dois annuler le paiement automatique du loyer à Gestion Immobilière du Bois, 1 200 € par mois. »« Oui, avec effet immédiat. » Maman s'est affaissée sur sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça? Le paiement de la facture d'électricité à EDF, environ 300 € par mois. » ai-je continué dans le téléphone. « Et l'allocation pour les courses à Marthe Dubois, 400 € par mois. »« Jeanne, s'il te plaît, » a dit Sandrine, et je pouvais entendre une peur réelle dans sa voix maintenant. « Pense à ce que tu fais. »« J'y pense, » ai-je dit, levant un doigt, alors que le représentant de la banque confirmait les annulations. Le paiement de l'Internet et du câble à Orange, 80 € par mois, et le paiement de l'assurance auto pour Renaud Dubois, 150 € par mois. Le visage de Renaud est devenu blême. « Mon assurance auto ? » ?»« Oui, ton assurance auto, ai-je dit, tenant toujours le téléphone. L'assurance qui te permet de conduire légalement pour aller sur tes chantiers. L'assurance que maman m'a demandé de couvrir parce que tu avais du mal à lancer ton entreprise. » J'ai reparlé dans le téléphone. « Oui, annulez tout ça. Merci. » En raccrochant, le silence dans la pièce était assourdissant. Tout le monde me regardait comme si je venais de brûler la maison. « Voilà, » ai-je dit en remettant mon téléphone dans mon sac. Problème résolu. Plus d'argent de la fille qui ne mérite pas de siège à la table. Vous pouvez tous retourner à votre « très bien vous en sortir » sans moi. Maman s'agrippait au bord de la table. « Jeanne, tu ne comprends pas? Si tu arrêtes ces paiements… »« Quoi, maman? Si j'arrête ces paiements, que se passe-t-il? Vous êtes expulsés. L'électricité est coupée. Renaud ne peut pas conduire pour aller travailler.
Sandrine ne peut pas utiliser Internet pour organiser les réunions de l'APE. J'ai regardé autour de la table, chacun d'entre eux. C'est drôle comme mon argent insignifiant devient soudainement essentiel, n'est-ce pas? Sandrine secouait la tête. Ce n'est pas juste. Tu nous punis tous parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Sandrine, j'ai envoyé plus de 2 000 € par mois à cette famille pendant 2 ans. 2 000 €. C'est 24 000 € par an. C'est un total de 48 000 € que j'ai contribué pour maintenir cette famille à flot. Les chiffres les ont frappés comme des gifles individuelles. Je l'ai fait discrètement, sans fanfare, sans demander de gratitude ou de reconnaissance. Ai-je continué? Je l'ai fait parce que, quand maman m'a appelé en pleurant à propos des factures médicales et de la situation de la maison, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle en ait peur, qu'elle soit sans abri ou qu'elle soit sans abri, elle manque de nourriture. Béatrice commençait à pleurer. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, ai-je dit. C'était plus facile de me laisser être la mauvaise fille qui a déménagé et a oublié sa famille que de reconnaître que peut-être, juste peut-être, la mauvaise fille était celle qui empêchait cette famille de s'effondrer financièrement. Renaud a enfin trouvé sa voie. Jeanne, je n'avais aucune idée de tout ça. Si j'avais su... Si tu avais su quoi, Renaud? Tu m'aurais remercié? Tu aurais dit à Sandrine et Béatrice de me traiter avec respect? Tu te serais assuré que j'ai une vraie chaise au dîner de Noël? Il n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix calme et claire. Je vais à mon hôtel. Oui, j'ai une chambre d'hôtel, parce que j'ai appris il y a des années à ne pas supposer que j'étais la bienvenue pour passer la nuit dans cette maison. Demain, je repars pour Paris, et vous allez tous trouver comment payer vos propres factures, comme les adultes indépendants et capables que vous me disiez être. Maman pleurait maintenant, mais ses larmes ne m'émouvaient plus comme elles l'auraient fait autrefois. Jeanne, s'il te plaît, on peut en parler. On peut trouver un arrangement. Trouver un arrangement pour quoi, maman? Tu as très clairement dit que mon argent ne m'achetait pas le respect, que mon succès n'avait pas d'importance, que mes efforts pour aider cette famille étaient manipulateurs et malvenus. Alors maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de tout ça. Je me suis levée, ramassant mon sac et mon manteau. Le loyer est dû le 1er du mois prochain. C'est dans 6 jours. La facture d'électricité est généralement due vers le 15. Vous voudrez peut-être les appeler pour mettre en place un échéancier de paiement. Sandrine avait l'air désespérée maintenant. Jeanne, nous ne pouvons pas couvrir toutes ces dépenses. Tu sais que nous ne le pouvons pas. Alors je suppose que vous devrez faire ce que j'ai fait, ai-je dit. Débrouillez-vous, soyez créatifs, travaillez plus dur. Sacrifiez certaines choses que vous voulez pour les choses dont vous avez besoin. Vous savez, montrez un peu de cette dévotion familiale et de cette sagesse pratique dont vous me faites la leçon toute la soirée. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et maman m'a suivie, m'attrapant le bras. Jeanne, ne pars pas comme ça. Ne détruis pas cette famille par orgueil. Je me suis retournée pour la regarder, cette femme qui avait façonné tant de mon doute de moi-même et de mon besoin désespéré d'approbation. Je ne détruis rien, maman. J'arrête juste de me détruire moi-même. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Mercure du centre-ville en silence, mes mains tremblant légèrement alors que je serrais le volant. La chambre d'hôtel de luxe que j'avais réservée et ressemblait à un sanctuaire après le champ de bataille émotionnel que je venais de fuir. J'ai commandé le service en chambre, me suis versé un verre de vin du minibar et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville de mon enfance. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures.
Maman. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis, Sandrine a appelé. Messagerie vocale. Béatrice. Renaud. Même Pauline, qui me connaissait à peine, a essayé d'appeler. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pris un long bain chaud, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol pour une heure plus matinale, j'ai quitté l'hôtel et j'étais de retour à Paris avant midi. J'ai passé le week-end dans mon appartement, alternant entre un sentiment de libération et un sentiment terrible. Avais-je fait le bon choix? Avais-je été trop dure? Venais-je de détruire ma relation avec ma famille? Pour toujours? Le lundi matin a apporté une dose de réalité. J'avais du travail à faire, une équipe à gérer, des délais à respecter. Cela faisait du bien d'être de retour dans un environnement où mes contributions étaient valorisées, où mes opinions comptaient, où j'avais gagné ma place par le mérite plutôt que par la biologie. Mais le mardi soir, mon téléphone a sonné. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Jeanne. Sa voix était faible, incertaine. Salut, maman. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler. J'ai attendu. Je suis allée à la banque aujourd'hui, a-t-elle continué. J'ai essayé de mettre en place les paiements pour le loyer et les factures. Ils m'ont dit quels seraient les montants mensuels. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Je n'avais aucune idée que c'était autant. Je n'avais aucune idée de ce que tu couvrais. Je n'ai toujours pas parlé. Béatrice et Sandrine sont venues ce thé après-midi. Nous nous sommes assises avec toutes les factures, avons essayé de trouver comment les gérer entre nous quatre. Même avec la contribution de tout le monde, ça va être serré. Vraiment serré. Maman, non. Laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça. Elle a pris une inspiration tremblante. J'étais en colère contre toi pour les mauvaises raisons. J'étais en colère parce que je me sentais impuissante, parce que je ne pouvais plus prendre soin de ma propre famille comme avant, parce que je devais dépendre de quelqu'un, et j'ai choisi de dépendre de l'enfant qui vivait le plus loin, au lieu de demander à ceux qui étaient juste là. J'ai senti les larmes monter à mes propres yeux. J'avais honte, a-t-elle continué. Honte de ne pas pouvoir me débrouiller seule. Honte d'avoir besoin d'aide. Honte que la fille avec qui j'avais été la plus dure soit celle qui prenait soin de moi. Et au lieu d'être reconnaissante, je t'ai fait sentir que ton aide n'était pas assez bonne, que tu n'étais pas assez bonne. Nous pleurions toutes les deux maintenant. Je suis désolée, Jeanne. Je suis tellement désolée. Tu ne méritais rien de ce qui s'est passé à Noël. Tu ne méritais pas de t'asseoir sur ce horrible tabouret de cuisine. Tu ne méritais pas que ton succès soit méprisé. Et tu ne méritais certainement pas qu'on te dise que tu n'as pas ta place dans cette famille. Tu es celle qui a maintenu cette famille à flot. Et j'étais trop fière et trop effrayée pour l'admettre. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main. Maman, je n'ai jamais voulu que tu te sentes impuissante. Je voulais juste aider. Je le sais maintenant. Et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait jeudi soir. Tu te protégeais et tu avais tout à fait le droit de le faire. Nous avons parlé pendant plus d'une heure. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Maman a expliqué les factures médicales qui l'avaient forcé à vendre la maison. Sa peur d'être un fardeau pour Sandrine et Béatrice qui avaient déjà du mal. Sa supposition que j'étais assez riche pour que mon aide ne me coûte pas vraiment. « Mais ça t'a coûté, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Pas seulement l'argent, mais le coût émotionnel de donner et donner sans aucune reconnaissance. »« Oui, » ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser que si j'aidais assez, si je me prouvais assez, je finirais par gagner une place dans cette famille. Mais j'avais l'impression que plus je donnais, plus je devenais invisible. « Ça s'arrête maintenant, » a dit fermement maman.
Si tu es prête à nous aider à traverser ce désordre financier, ce sera différent. Plus de secrets, plus de honte, plus de prise pour acquis de tes contributions. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs réunions de famille, de vraies réunions, où la situation de chacun est exposée honnêtement. Sandrine a admis qu'elle avait été jalouse de ma réussite financière tout en la ressentant. Béatrice a reconnu qu'elle avait été méprisante envers ma carrière parce qu'elle se sentait sur la défensive par rapport à ses propres choix. Renaud a dit qu'il avait été trop intimidé par mon succès pour prendre contact et entretenir une relation. Nous avons élaboré un nouvel arrangement. J'ai accepté de continuer à aider pour les dépenses importantes, mais pas de porter tout le fardeau seul. Sandrine a trouvé un emploi à temps partiel qui lui permettait de travailler en fonction des horaires des enfants. Béatrice a pris des gardes supplémentaires quand c'était possible. Renaud s'est engagé à couvrir sa propre assurance auto et à contribuer un montant fixe mensuel aux dépenses du ménage. Plus important encore, nous avons établi de nouvelles règles pour les interactions familiales. Ma carrière et mes choix de vie seraient respectés et célébrés comme ceux de tout le monde. Les dîners de famille auraient assez de chaises pour tout le monde. Les discussions financières seraient ouvertes et honnêtes, pas cachées et honteuses. Ce n'était pas parfait immédiatement. Nous avons eu des revers, des disputes, des moments où les anciens schémas tentaient de se réaffirmer. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais appris à fixer des limites, à exiger le respect, à valoriser mes propres contributions. Et ma famille avait appris que l'amour sans reconnaissance n'est pas vraiment de l'amour. 6 mois plus tard, quand je suis rentrée pour l'anniversaire de Sandrine, une vraie chaise m'attendait à table. Pas n'importe quelle chaise, mais la chaise à la droite de maman, à ce qui avait toujours été considéré comme la place d'honneur. En m'asseyant, maman m'a serré la main et a dit « Merci de nous avoir appris à te traiter. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Et, même quand nous nous étions abandonnés nous-mêmes. » Ce Noël m'avait appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir dire non. Parfois, il faut être prêt à perdre une relation pour la sauver. Et parfois, les personnes qui ont le plus besoin de vous sont celles qui vous prennent le plus longtemps pour acquis. L'amour sans limite devient de la complaisance. La générosité sans respect devient de la manipulation, même lorsque ce n'est pas l'intention. Et votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous donnez, mais par le respect que vous vous accordez. J'ai appris que je ne pouvais pas acheter ma place dans l'amour de ma famille, mais j'ai aussi appris que je n'avais pas à le faire. J'étais digne d'amour et de respect, simplement parce que j'étais leur fille, leur sœur, un membre de leur famille. Et s'ils ne pouvaient pas le voir, alors le problème n'était pas moi. Mais à la fin, ils ont pu le voir. Il a juste fallu un moment, en de clarté absolue, une volonté de partir et le courage d'exiger mieux pour moi-même avant qu'ils puissent apprendre à me le donner. Maintenant, je veux vous entendre. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille? Vous êtes-vous retrouvé à donner et donner sans recevoir le respect que vous méritez? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu quelque chose comme ça. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur les relations familiales et la découverte de sa propre valeur. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de fixer des limites avec les personnes que l'on aime. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, vous méritez un siège à chaque table où vous choisissez de vous asseoir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.